Et si vous découvriez qu'une simple phrase écrite dans un vieux carnet pouvait bouleverser toute une famille et même changer l'histoire de 2 nations. En août 1913, près de Nancy, un jeune soldat blessé fut photographié tenant un journal noir taché de sang. Ce qui semblait n'être qu'un instant figé de douleur cachait en réalité une énigme plus lourde que les obus qui tombaient autour de lui. Car des années plus tard, en rouvrant ce carnet, on comprit que la dernière ligne qu'il avait tracée ne parlait pas seulement de sa propre mort, mais d'un secret militaire, d'une promesse brisée et d'un silence partagé par tous ceux qui l'entouraient. Pourquoi ce soldat a-t-il choisi de garder ces mots en suspens? Quelle vérité avait-il voulu protéger jusqu'à la fin? Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatique, inspirée de faits historiques réels, et comprendre pourquoi une seule phrase a traversé plus d'un siècle comme un cri de vérité retenu. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous de quelle ville vous regardez. Cela nous aide à partager encore plus d'histoires dramatisées inspirées de faits historiques, qui portent des leçons de vie, et nous rappellent que la mémoire est notre plus grande arme contre l'oubli. Cette photo a été retrouvée dans les archives oubliées du journal L'Est républicain de Nancy. Un jeune soldat blessé, assis sur une caisse de munitions, tenant un carnet noir. Mais ce qui intrigue encore aujourd'hui, ce n'est pas la photo elle-même. C'est la dernière phrase qu'il a écrite, juste avant de mourir. Une phrase qui a hanté tous ceux qui l'ont lue pendant plus d'un siècle. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette simple ligne de mots a détruit une famille, protégé un secret militaire et finalement uni 2 nations ennemies. Voici l'histoire de Jean Morel, le soldat qui savait qu'il allait mourir, mais qui a choisi de garder le silence pour protéger ceux qu'il aimait. 14 août 1913. Une estalagème transformée en infirmerie de campagne près de Nancy. L'odeur de désinfectant ne masque pas celle de la gangrène. Jean Morel, 23 ans, vient d'être transporté ici après l'escarmouche de Badonviller. Un incident frontalier qui ne fera jamais les grands titres, mais qui changera des vies à jamais. Sa jambe droite est déchiquetée par des éclats d'obus. Le médecin militaire, le docteur Auguste Fontaine, note dans son rapport qu'il a peu de chances de passer la nuit. Mais regardez bien son visage sur cette photo. Ce n'est pas la douleur que vous voyez dans ses yeux, c'est quelque chose de bien plus lourd. Un secret qu'il porte depuis qu'il a vu ce canon français pivoter dans la mauvaise direction, 3 heures plus tôt. Jean n'était pas censé être là. Il avait remplacé au dernier moment le soldat Dubois, malade. Ce détail, confirmé par les registres du 27e régiment d'infanterie, rend sa dernière phrase encore plus troublante. Ce n'était pas lui qui devait le recevoir. Depuis son enfance à Dijon, Jean souffrait de tremblements incontrôlables des mains. Les archives médicales militaires conservées à Meurthe-et-Moselle confirment ce diagnostic d'épilepsie légère. Ses camarades se moquaient de lui. Comment un homme qui ne peut pas tenir fermement un fusil peut-il protéger la France? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jean avait une autre arme, sa plume. Chaque nuit, il écrivait. Des lettres pour les soldats illettrés. Des mots d'amour mal orthographiés qu'il corrigeait patiemment. Le seul moment où ses mains ne tremblaient pas, c'était quand il tenait son stylo. Louise Carrel, l'infirmière qui veillait sur lui ce jour-là, témoignera 50 ans plus tard sur France Culture que Jean écrivait même avec 40 degrés de fièvre. Mais revenons 6 mois en arrière. En février 1913, Jean vivait encore à Dijon, travaillant dans la forge familiale avec son père et son frère aîné, Pierre. Les lettres familiales conservées aux archives municipales de Dijon révèlent une rivalité silencieuse mais dévastatrice entre les 2 frères. Pierre était plus fort, plus habile avec le marteau. Le préféré du père. Jean était le rêveur, celui qui lisait Victor Hugo au lieu d'apprendre le métier. Quand Pierre fut blessé lors d'une patrouille frontalière en janvier, quelque chose s'est brisé en Jean. La culpabilité de ne pas avoir été là, mélangée à une opportunité sombre de prouver sa valeur. Il s'engagea le lendemain, sans prévenir personne. Sa mère découvrit son départ par une note laissée sur la table de la cuisine. « Je pars réparer ce qui aurait dû être ma blessure. » L'entraînement fut un enfer. Les tremblements empiraient sous le stress.
Le sergent Mathieu, dont les mémoires furent publiées en 1920, raconte comment Jean ratait systématiquement ses tirs à l'exercice. Les autres recrues pariaient sur combien de temps il tiendrait avant d'être renvoyé. Mais Jean avait une détermination que personne ne soupçonnait. Chaque nuit, il écrivait dans son carnet noir des observations sur ses camarades, des descriptions de la peur, de la solitude, de l'absurdité de se préparer à tuer des hommes qu'on ne connaît pas. C'est durant cette période qu'il rencontra Marcel Fontaine, un boulanger de Lyon. Marcel était tout ce que Jean n'était pas, fort, confiant, populaire. Pourtant, ils devinrent inséparables. Marcel protégeait Jean des moqueries et Jean écrivait les lettres d'amour de Marcel à sa fiancée, Marie. Une amitié improbable qui rendait la vie militaire supportable. Le 10 août 1913, 4 jours avant la photo, leur unité fut déployée près de la frontière. Les tensions avec l'Allemagne s'intensifiaient. Des incidents frontaliers éclataient quotidiennement. Ce n'était pas encore la guerre, mais quelque chose de pire. Une attente interminable ponctuée de violences soudaines et absurdes. C'est ce jour-là que Jean écrivit une lettre à Pierre qu'il ne posta jamais. On la retrouva dans son carnet après sa mort. « Mon frère, je comprends maintenant pourquoi tu ne répondais pas à mes lettres. Comment décrire l'indescriptible? Comment expliquer que l'ennemi a le même regard apeuré que nous ?» Le 13 août, la veille de l'escarmouche fatale, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une patrouille allemande et française se rencontrèrent accidentellement près d'un ruisseau. Au lieu de tirer, les deux groupes se figèrent. Un moment de reconnaissance mutuelle de l'absurdité de leur situation. Un soldat allemand sortit une cigarette. Un Français lui offrit du feu. Pendant 10 minutes, ils fumèrent ensemble, en silence, puis repartirent chacun de leur côté. Jean nota dans son carnet « Aujourd'hui, j'ai compris que nous sommes tous des acteurs dans une pièce dont personne n'a écrit la fin. » Cette entrée, datée du 13 août 1913, est la dernière complète avant les événements du lendemain. Louise Carrel arriva à l'infirmerie ce matin du 14 août sans savoir que sa vie allait croiser celle de Jean de manière si définitive. Elle aussi portait un deuil secret. Son frère, tué 2 mois plus tôt dans un accident d'entraînement. Elle reconnut immédiatement dans les yeux de Jean cette même distance, ce regard de quelqu'un qui a vu trop et ne peut plus revenir en arrière. Mais il y a quelque chose que Louise ne révéla qu'en 1965, lors de son interview radiophonique. Quand elle entra dans l'infirmerie ce matin-là, Jean était déjà là, à portée durant la nuit. Il n'était pas censé survivre jusqu'à l'aube, selon le docteur Fontaine. Pourtant, il était conscient, écrivant frénétiquement dans son carnet. Et ce qu'il écrivait allait changer la perception de tout ce qui s'était passé à Badonviller. L'escarmouche de Badonviller commença à 5h47 du matin, selon le rapport officiel conservé aux archives départementales. Mais Jean savait que tout avait vraiment commencé 3 jours plus tôt, quand Marcel reçut une lettre de sa fiancée, annonçant qu'elle était enceinte. Cette nuit-là, Marcel pleura dans les bras de Jean, terrifié à l'idée de mourir avant de rencontrer son enfant. Jean lui promit quelque chose d'insensé. « Si quelque chose t'arrive, je veillerai sur eux. » Une promesse qu'il ne pourrait jamais tenir. Le matin du 14 août, leur patrouille devait simplement vérifier la position d'un poste d'observation allemand. Routine. Sauf que le soldat Dubois était malade, intoxication alimentaire. Jean se porta volontaire pour le remplacer. Marcel essaya de l'en dissuader. « Tes mains tremblent trop ce matin. » Mais Jean insista. Il avait besoin de prouver quelque chose, à lui-même, à Pierre, à leur père mort 6 mois plus tôt, sans avoir jamais dit à Jean qu'il était fier de lui. La patrouille progressait dans le brouillard matinal quand ils entendirent les voix allemandes. Trop proches, trop nombreuses. Le capitaine ordonna le repli. C'est là que tout bascula. Dans la confusion, l'artillerie française reçut des coordonnées erronées. Jean le vit clairement. Le canon pivotait vers leur propre position. Il ouvrit la bouche pour crier, mais les tremblements saisirent tout son corps. Pas un son ne sortit. Marcel comprit en voyant le visage de Jean. Sans hésitation, il le poussa violemment dans un fossé.
L'obus explosa exactement où Jean se tenait une seconde plus tôt. Marcel fut déchiqueté instantanément. Jean, protégé par le fossé, ne reçut que des éclats dans la jambe. Des éclats français. Du métal qui n'aurait jamais dû être là. Louise découvrit cette vérité en lisant le carnet de Jean. Page après page de témoignages détaillés, minute par minute. L'erreur de communication, les coordonnées inversées. Le lieutenant qui réalisa son erreur trop tard. Et surtout le pacte de silence immédiat entre les survivants. Officiellement, c'était un tir allemand. Pour l'honneur du régiment, pour les familles, pour la France. Mais Jean ne pouvait pas mentir à son carnet. Il écrivit tout. Comment il rampa jusqu'à Marcel. Comment il retira l'alliance du doigt déchiqueté de son ami. Comment le lieutenant Moreau le supplia de se taire. Pour sa veuve, pour son enfant. Qu'il croit qu'il est mort en héros, pas par notre incompétence. Louise comprit pourquoi le carnet devait rester scellé. En 1913, révéler qu'un tir ami avait tué des soldats français aurait été un scandale national. Les tensions avec l'Allemagne étaient déjà explosives. Cette vérité aurait pu déclencher une crise politique, peut-être même précipiter la guerre. Pendant ces dernières heures, Jean partagea l'infirmerie avec plusieurs blessés, dont Hans Müller, un soldat allemand de 22 ans capturé lors de l'escarmouche. Hans avait une blessure au ventre et hurlait de douleur. Les réserves de morphine étaient limitées. Le protocole était clair, les Français d'abord. Mais Jean fit quelque chose d'impensable. Il donna sa dose à Hans. Louise fut témoin de cet échange. Dans son journal personnel, donné au musée de la Grande Guerre en 1967, elle écrit « J'ai vu Jean glisser sa seringue de morphine sous la couverture de l'Allemand. Quand j'ai voulu protester, il m'a regardé avec ses yeux qui avaient déjà accepté la mort et a murmuré « Nous sommes tous des fils de quelqu'un ». Hans, soulagé par la morphine, put enfin parler. Dans un français approximatif, il raconta à Jean qu'il était horloger à Munich, que sa femme attendait leur premier enfant. Qu'il avait peur de mourir sans avoir transmis le secret de fabrication des montres de son grand-père. Jean sortit son carnet et, malgré ses tremblements qui empiraient avec la perte de sang, nota méticuleusement les instructions de Hans. 3 pages de détails techniques sur l'horlogerie bavaroise, au milieu des horreurs de la guerre. C'est alors qu'ils échangèrent leurs photos de famille. Hans montra une image de sa femme, Greta, devant leur boutique. Jean sortit une photo de ses parents devant la forge familiale. 2 artisans, 2 familles, 2 vies parallèles séparées par une frontière artificielle et une haine qu'on leur avait apprise. Louise apporta du chocolat qu'elle avait volé dans la réserve des officiers. Les 3 le partagèrent en silence, savourant ce moment de normalité dans l'enfer. Hans montra des tours de magie, avec des pièces de monnaie, faisant rire Jean malgré la douleur. Un Français mourant, un Allemand mourant et une infirmière française, unis par le chocolat et la magie, pendant que dehors les canons grondaient. Vers midi, Pierre Morel arriva à l'infirmerie. Il avait parcouru 200 kilomètres en entendant que son frère était blessé. Les retrouvailles furent tendues. Pierre, encore boitant de sa propre blessure, regardait son frère mourant avec un mélange de culpabilité et de colère. Pourquoi Jean s'était-il engagé? Pour prouver quoi? À qui? Jean tendit à Pierre l'alliance de Marcel avec une adresse. Pour Marie Fontaine, 12 rue des Lilas, Lyon. Dis-lui que Marcel l'aimait plus que sa propre vie. Pierre prit l'alliance, comprenant soudainement le poids que son frère portait. Ce n'était pas de la gloire que Jean cherchait. C'était la rédemption pour une culpabilité que Pierre ne comprenait pas encore. Les frères parlèrent, pour la première fois depuis des années. Vraiment parlèrent. Pierre avoua qu'il avait toujours envié l'intelligence de Jean, sa capacité à voir la beauté même dans la forge sale. Jean confessa qu'il avait rejoint l'armée parce qu'il pensait que c'était Pierre qui aurait dû être l'intellectuel de la famille, pas lui, le fils tremblant. Louise nota dans son journal que les 2 frères pleurèrent ensemble, se tenant la main, réconciliés par la proximité de la mort. Pierre promit de s'occuper du carnet de Jean, de le garder en sécurité. Une promesse qu'il tiendrait, même sans comprendre ce qu'il protégeait vraiment. Le soleil commençait à décliner quand Émile Durand, photographe pour l'Est républicain, arriva à l'infirmerie.
Il cherchait des images de « nos braves blessés » pour un article patriotique. Ce qu'il trouva fut bien plus complexe. Un Français mourant partageant sa morphine avec un Allemand, une infirmière dessinant des fleurs sur des bandages, et un carnet noir qui contenait la vérité sur Badonviller. Jean savait qu'il lui restait peu de temps. Les tremblements étaient maintenant constants, signe que son système nerveux s'effondrait. Le docteur Fontaine nota dans son rapport médical que l'hémorragie interne était irréversible. Mais Jean avait encore quelque chose à faire. Il demanda à Louise de l'aider à s'asseoir correctement pour la photo. Non pas par vanité, mais parce qu'il voulait que l'image montre le carnet. Que quelqu'un, un jour, se pose des questions. Pendant que Durand préparait son équipement, Jean écrivait sa dernière entrée complète. Louise, qui lisait par-dessus son épaule, vit les mots se former péniblement. La vérité sur Badonviller doit mourir avec moi. Pour Marie, pour son enfant, pour l'honneur de Marcel. Mais je ne peux pas mourir dans le mensonge total. Alors, je laisse cette phrase pour que quelqu'un sache qu'il y avait plus, que nous n'étions pas des héros ou des lâches. Juste des hommes perdus qui ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est alors que le lieutenant Moreau entra dans l'infirmerie. En voyant le photographe, il pâlit. Si la photo montrait Jeanne avec son carnet, si quelqu'un décidait d'enquêter, il s'approcha de Jean et murmura « Morel, je vous en supplie, pour la France ». Jean le regarda longuement, puis hocha la tête. Il ne révélerait pas la vérité sur le tir-ami, mais il ne mentirait pas non plus. D'où cette phrase énigmatique qu'il s'apprêtait à écrire. Hans, depuis son lit, regardait la scène avec une compréhension profonde. Bien qu'il ne comprenne pas tous les mots échangés en français, il sentait le poids du secret. Dans son témoignage enregistré en 1973 pour les Bundesarchives, il raconta « Jean Morel portait la vérité comme une croix. Je voyais dans ses yeux le même regard que mon père avait en revenant de Verdun. Le regard de ceux qui savent que la guerre n'a pas de vrai gagnant. » Louise apporta les fleurs sauvages qu'elle avait cueillies le matin, des coquelicots, symbole ironique de sang versé qui deviendrait plus tard l'emblème du souvenir. Elle en plaça une dans la poche de Jean, juste visible sur la photo. Un détail que peu remarqueraient, mais qui pour elle représentait l'humanité persistante au milieu de l'horreur. Pierre aidait son frère à tenir le carnet fermement malgré les tremblements. Les deux frères, si longtemps séparés par la jalousie et l'incompréhension, étaient maintenant unis dans ce dernier acte. Pierre murmura « Papa aurait été fier de toi ». Jean sourit faiblement. Il aurait été fier de nous deux. Le moment approchait. Durand demanda à Jean de regarder l'objectif. Mais Jean avait une dernière chose à écrire. Avec une concentration surhumaine, combattant les tremblements et la douleur, il traça lentement, lettre par lettre. Ce n'était pas lui qui devait le recevoir. Louise comprit immédiatement. Cette phrase pouvait avoir 1000 interprétations. Mais pour ceux qui savaient, elle parlait de Marcel qui n'était pas censé mourir ce jour-là, du tir-ami qui n'aurait jamais dû exister, de Jean qui n'aurait pas dû remplacer Dubois, de toute la chaîne d'événements absurdes qui menait à ce moment. La photo fut prise à 15h27 exactement, selon les notes de Durand. Le déclic captura non seulement l'image de Jean, mais tout un monde de secrets, de douleur et d'humanité. Le jeune homme au carnet noir, les yeux perdus dans une distance que seuls les mourants peuvent voir, est devenu en cet instant le symbole involontaire de tous les soldats qui meurent en emportant des vérités trop lourdes pour les vivants. Immédiatement après la photo, Jean eut une crise de tremblement violente. Le carnet tomba de ses mains. Louise le ramassa et vit que Jean la regardait intensément. Sans mots, il lui transmit sa dernière volonté. Garder le carnet, protéger la vérité, mais ne jamais la révéler complètement. Elle hocha la tête, acceptant ce fardeau qu'elle porterait pendant plus de 50 ans. Hans, depuis son lit, commença à chanter doucement une berceuse bavaroise. Sa voix, affaiblie par la douleur, remplissait néanmoins l'infirmerie d'une mélodie mélancolique. D'autres blessés, français et allemands, joignirent leurs voix. Un moment de grâce inexplicable où les ennemis devinrent simplement des hommes blessés cherchant du réconfort dans la musique. Jean sortit sa petite harmonica,
celle qu'il utilisait pour jouer des mélodies de Dijon pendant les nuits calmes. Malgré ses lèvres tremblantes, il joua quelques notes qui s'harmonisaient avec le chant de Hans. Louise écrivit plus tard. C'était comme si la guerre s'était arrêtée pendant ces quelques minutes, comme si l'humanité avait gagné une petite victoire contre la folie. Le capitaine Dubois entra et fut stupéfait par la scène. Français et Allemands, mourant ensemble, unis par la musique. Il allait protester mais quelque chose dans l'atmosphère l'arrêta. Même lui, endurci par des années de service, sentit que ce moment était sacré. Il ressortit silencieusement, laissant les hommes à leur dernière communion. Jean remit l'harmonica à Hans. « Pour ton enfant, quand il naîtra. » Hans pleura en acceptant ce cadeau. Il survivrait à ses blessures, et effectivement, apprendrait à son fils à jouer de cet harmonica français. Une histoire qu'il raconterait à ses petits-enfants, sur l'ennemi qui lui avait sauvé la vie avec de la morphine et lui avait offert de la musique. Le soir tombait. Jean s'affaiblissait visiblement. Ses tremblements diminuaient, mauvais signe selon le docteur Fontaine. Le corps abandonnait sa lutte. Pierre serrait la main de son frère, répétant sans cesse « Je suis désolé, je suis tellement désolé ». Pourquoi exactement? Même lui ne le savait pas. Pour les années perdues, pour la jalousie, pour n'avoir pas été là quand Jean en avait besoin. Louise prépara une dernière dose de morphine. Mais Jean refusa. Il voulait rester conscient jusqu'au bout. Il avait encore des choses à dire, des pardons à donner. Il murmura à Pierre l'emplacement de lettres cachées dans la forge familiale, des mots qu'il avait écrits pour leur mère, mais jamais envoyés. Des excuses pour être parti sans dire au revoir. Des remerciements pour l'amour qu'elle leur avait donné malgré la dureté de leur père. La nuit était tombée sur l'infirmerie. Les lampes à pétrole créaient des ombres dansantes sur les murs. Jean luttait contre l'inconscience, déterminé à accomplir un dernier acte. Il demanda à Louise d'apporter l'alliance de Marcel. Il la tint dans sa main tremblante, murmurant une prière silencieuse pour l'ami qui avait donné sa vie pour lui. C'est alors que le lieutenant Moreau revint, accompagné du colonel. Il voulait s'assurer que Jean emporterait le secret dans sa tombe. Le colonel s'approcha du lit et dit doucement « Soldat Morel, la France vous sera reconnaissante de votre sacrifice. » Jean le regarda avec des yeux qui ne cachèrent plus rien. « La France ne saura jamais mon sacrifice, colonel. C'est exactement ce que vous voulez. » Le colonel allait répondre quand Hans, depuis son lit, interpella en français cassé. « Colonel, cet homme, il donne sa morphine à moi, ennemi. Pourquoi lui faire ça ?» Le colonel, décontenancé, regarda Jean, puis Hans, puis sortit sans un mot. Même lui ne pouvait pas réconcilier l'image du soldat ennemi avec l'humanité évidente de cet échange. Louise décida alors de révéler quelque chose qu'elle avait tu. Elle sortit de sa poche une lettre froissée. « Jean, Marcel m'a donné ceci pour vous, juste avant la patrouille. Il m'a fait promettre de vous la donner seulement si... » Elle ne finit pas sa phrase. Jean prit la lettre de ses mains tremblantes et la lut en silence. Des larmes coulèrent sur ses joues. Marcel avait écrit « Mon frère Jean, si tu lis ceci, c'est que j'ai tenu ma promesse. Celle de te protéger comme tu m'as protégé avec tes mots, tes lettres, ta présence. Ne porte pas ma mort comme un fardeau. Porte-la comme la preuve que l'amitié transcende tout, même la mort. Veille sur Marie et notre enfant. Dis-leur que je les aimais plus que ma propre vie. Ton frère de cœur, Marcel. » Jean comprit alors. Marcel avait pressenti. Il savait qu'un des deux ne reviendrait pas. Et il avait choisi. Pas par héroïsme, mais par amour. Cette révélation donna à la phrase énigmatique de Jean une nouvelle dimension. Ce n'était pas seulement l'obus qui n'était pas destiné à Marcel, c'était la mort elle-même. Marcel avait choisi de la recevoir à la place de Jean. Pierre, bouleversé par cette révélation, s'effondra en sanglots. Toute sa vie, il avait cru protéger son petit frère fragile. Mais Jean avait trouvé en Marcel le frère qu'il méritait vraiment. Un frère qui l'acceptait avec ses tremblements, ses peurs, sa différence. Pierre murmura « Pardonne-moi, Jean. Pardonne-moi de ne pas avoir été le frère dont tu avais besoin. »
Jean prit la main de Pierre avec une force surprenante. « Tu es mon frère. Marcel était mon ami. Les deux peuvent coexister. Promets-moi juste une chose. Raconte à maman que j'ai écrit jusqu'au bout. Que mes mains ont peut-être tremblé, mais que ma plume est restée ferme. » Louise commença à dessiner le portrait de Jean dans les marges de son propre journal. Ses traits tirés par la douleur mais apaisés par l'acceptation. Elle capturait non pas le soldat mourant, mais l'homme qui avait trouvé la paix dans ses dernières heures. Jean la regardait dessiner, un faible sourire aux lèvres. « Vous me rendez plus beau que je ne suis. » Louise répondit, « Je vous dessine tel que vous êtes vraiment, beau dans votre humanité. » Hans appela Jean. Avec difficulté, Louise aida Jean à s'approcher du lit de l'Allemand. Hans prit la main de Jean. « Mein Freund, mon ami, si je survis, je raconterai ton histoire en Allemagne. Je dirai que l'ennemi avait un visage, un nom, une bonté. Je nommerai mon fils Jean, si tu permets. » Jean serra la main de Hans. « Et moi, si j'avais eu un fils, je l'aurais appelé Hans. » Les deux hommes restèrent ainsi, mains jointes, ennemis et ennemis, devenus frères et frères. Louise captura ce moment dans son journal, écrivant « J'ai vu ce soir la guerre perdre face à l'humanité. » Minuit approchait. Jean demanda qu'on lui apporte les affaires personnelles de Marcel. Il y avait une photo de Marie, enceinte, souriante devant leur futur foyer. Jean la contempla longuement, puis écrivit au dos avec une main qui tremblait à peine. « Marcel est mort en héros. Il a sauvé son meilleur ami. Son amour pour vous était sa dernière pensée. Jean Morel, témoin. » C'était un demi-mensonge miséricordieux. Marcel était mort en héros, oui, mais pas sous le feu ennemi, sous le feu ami. Cette vérité, Jean l'emporterait avec lui, pour Marie, pour l'enfant à naître, pour que Marcel reste le héros qu'il était vraiment, sans la souillure de l'incompétence militaire. Le docteur Fontaine vint examiner Jean une dernière fois. Il murmura à Louise que c'était un miracle qu'il ait tenu si longtemps. L'hémorragie interne aurait dû le tuer depuis des heures. « C'est comme s'il avait une mission à accomplir », dit le docteur. Louise savait que c'était vrai. Jean avait survécu pour témoigner, pour pardonner, pour réconcilier. Soudain, Jean eut un dernier sursaut de lucidité. Il demanda son carnet et écrivit, sous sa phrase énigmatique, une dernière ligne que peu de gens verraient. « Pardonnez-vous les uns les autres. La guerre nous rend tous victimes. » Puis il ferma le carnet et le tendit à Louise. « Gardez-le fermé pendant 50 ans, puis révélez ce que vous jugerez bon. Le monde aura peut-être changé d'ici là. » Pierre voulut protester, voulut lire le carnet, comprendre tous les secrets de son frère. Mais Louise fut ferme. « C'est sa dernière volonté. Nous la respecterons. » Elle scella le carnet avec de la cire, laissant visible seulement la dernière page avec la phrase énigmatique. Jean demanda qu'on ouvre la fenêtre. L'air frais de la nuit d'août entra, apportant l'odeur des champs et le chant lointain des grillons. Pour un instant, il n'y avait plus de guerre, plus de frontières, plus d'ennemis. Juste un jeune homme de 23 ans regardant les étoiles une dernière fois. Il murmura quelque chose que seule Louise entendit. « Je vois Marcel. » Il sourit. Il dit que Marie aura un fils qui ne connaîtra pas cette guerre. Louise ne sut jamais si c'était le délire de la mort ou une vraie vision. Mais elle nota que Jean semblait soudainement en paix, comme si un poids immense avait été levé. À 3h17 du matin, le 15 août 1913, Jean Morel rendit son dernier souffle. Il mourut en tenant la main de son frère Pierre d'un côté et celle de Hans de l'autre. Un Français tenant les mains de son frère de sang et de son frère d'humanité. Louise ferma ses yeux et plaça le coquelicot sur sa poitrine. Jean fut enterré dans le petit cimetière militaire de Lunéville, section B, tombe 147. Une cérémonie simple, sans fanfare. Pierre était le seul membre de la famille présent. Leur mère, trop fragile, n'avait pas pu faire le voyage depuis Dijon. Le lieutenant Moreau prononça un éloge funèbre standard, parlant de courage et de sacrifice pour la France. Pas un mot sur Badonviller, pas un mot sur le tir ami, pas un mot sur Marcel. Mais Hans Müller, depuis son lit d'hôpital, avait demandé qu'on lui apporte l'harmonica de Jean. Malgré sa faiblesse, il joua une mélodie de Dijon que Jean lui avait apprise.
Les notes flottèrent par la fenêtre ouverte jusqu'au cimetière. Pierre l'entendit et comprit. Son frère n'était pas mort seul. Il était mort entouré d'amour, même venant de l'ennemi supposé. Louise garda le carnet comme promis. Elle le plaça dans un coffre avec la photo prise par Durand et ses propres notes sur ses dernières heures. Mais elle fit quelque chose de plus. Elle écrivit à Marie Fontaine, la fiancée de Marcel. Elle lui raconta, sans révéler le secret du tir-ami, comment Jean avait veillé sur Marcel jusqu'au bout, comment Marcel était mort en héros, sauvant son meilleur ami. Marie répondit un mois plus tard. Son fils était né. Elle l'avait appelé Jean-Marcel. Pierre retourna à Dijon transformé. Il qui avait toujours été le fils fort, le préféré, comprenait maintenant la force différente de Jean. Il transforma une partie de la forge familiale en petite école, où il enseignait gratuitement aux enfants du quartier à lire et écrire. Sur le mur, il accrocha la photo de Jean avec son carnet, et en dessous, il écrivit « Mon frère Jean Morel, qui a prouvé que la plume peut être plus forte que l'épée. » Hans survécut à ses blessures. Fidèle à sa promesse, il nomma son fils Jean. Mais il fit plus. De retour à Munich, il ouvrit son atelier d'horlogerie aux vétérans français qui visitèrent l'Allemagne. Il racontait l'histoire du soldat français qui lui avait donné sa morphine. Beaucoup ne le croyaient pas. Comment un ennemi pourrait-il faire ça? Mais Hans avait la preuve, l'harmonica de Jean qu'il gardait précieusement dans sa vitrine. En 1920, 7 ans après la mort de Jean, Pierre reçut une lettre inattendue. Elle venait du soldat Dubois, celui dont la maladie avait poussé Jean à prendre sa place dans la patrouille fatale. Dubois, rongé par la culpabilité, confessait qu'il n'avait pas été vraiment malade. Il avait eu peur. Une peur panique des patrouilles près de la frontière. Il avait simulé l'intoxication alimentaire. Jean l'avait su. Dubois en était certain mais avait pris sa place sans rien dire. Cette révélation donna une nouvelle profondeur à la phrase de Jean. Ce n'était pas lui qui devait le recevoir. Prenait maintenant un sens multiple. L'obus n'était pas pour Marcel. La mort n'était pas pour Dubois. Le secret n'était pas pour le monde. Tout était lié dans une chaîne de destin entrecroisée, où Jean avait choisi d'être le maillon qui se brise, pour que les autres tiennent. En 1963, 50 ans après la mort de Jean, Louise, maintenant âgée de 78 ans, décida qu'il était temps. Elle contacta un journaliste de France Culture pour une interview. Elle révéla l'existence du carnet scellé, mais pas son contenu complet. Elle parla de Jean, de Hans, de ces dernières heures où l'humanité avait triomphé. L'interview fit sensation. Dans une France encore marquée par 2 guerres mondiales, l'histoire de Jean touchait une corde sensible. Hans, apprenant l'interview depuis Munich, décida de faire le voyage. À 72 ans, il vint à Lunéville déposer des fleurs sur la tombe de Jean. Par un hasard extraordinaire, Pierre, 75 ans, était là aussi pour l'anniversaire de la mort de son frère. Les 2 vieillards se regardèrent. Hans sortit l'harmonica et joua la mélodie de Dijon. Pierre s'effondra en larmes et prit Hans dans ses bras. Les 2 hommes décidèrent de créer ensemble la fondation Jean Morel pour la réconciliation franco-allemande. Leur première action fut d'organiser des échanges entre jeunes apprentis français et allemands. Des fils de forgerons français apprenaient l'horlogerie à Munich. Des fils d'horlogers allemands apprenaient la forge à Dijon. Le cercle de haine était brisé. En 1973, sentant sa fin proche, Louise convoqua un notaire. Elle révéla enfin le secret complet du carnet, le tir ami. L'erreur de commandement. Le sacrifice de Marcel, tout. Mais elle demanda que cette vérité ne soit rendue publique qu'après la mort de tous les protagonistes directs. Le dernier, le lieutenant Moreau, mourut en 1981 à 91 ans. En 1982, le carnet fut enfin ouvert et exposé au musée de la Grande Guerre. Les historiens découvrirent non seulement la vérité sur Badonviller, mais aussi des pages de poésie, des observations sur la nature humaine, des dessins de ses camarades, des recettes de cuisine partagées entre soldats, des blagues transcrites pour remonter le moral. Jean n'avait pas seulement documenté la guerre, il avait documenté l'humanité persistante malgré la guerre,
La phrase énigmatique « ce n'était pas lui qui devait le recevoir » devint le titre d'un livre best-seller sur Jean Morel. Des universitaires écrivirent des thèses sur ses multiples interprétations, mais pour ceux qui avaient connu Jean, la phrase avait un sens simple et profond. Dans la guerre, personne ne devrait recevoir la mort. Ni Marcel, ni les Allemands, ni les Français. La mort par la guerre est toujours une erreur, toujours un échec de l'humanité. Le fils de Hans, Jean Müller, devenu horloger comme son père, créa une montre spéciale en l'honneur des deux Jean. Sur le cadran, en tout petit, était gravée la phrase énigmatique en français et en allemand. Chaque montre était offerte aux participants des programmes d'échange de la Fondation. Un rappel permanent que le temps guérit, mais seulement si nous choisissons de pardonner. Marie Fontaine, devenue Marie Dubois après s'être remariée, vécut jusqu'en 1979. Son fils Jean-Marcel devint médecin militaire, consacrant sa vie à soigner sans distinction de nationalité. Il portait toujours sur lui l'alliance de son père biologique et la dernière photo annotée par Jean Morel. Quand on lui demandait pourquoi il avait choisi cette voie, il répondait « Pour honorer deux hommes qui ont prouvé que l'amitié est plus forte que la guerre ». Aujourd'hui, la photo de Jean Morel avec son carnet noir reste exposée au musée de la Grande Guerre de Meaux. Des milliers de visiteurs passent devant chaque année. Certains lisent rapidement la légende et passent. D'autres s'arrêtent, intrigués par ce jeune homme au regard lointain. Ceux qui prennent le temps de lire toute l'histoire repartent changés. Car l'histoire de Jean nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, nous avons le choix. Le choix de haïr ou de pardonner. Le choix de révéler ou de protéger. Le choix de mourir avec nos secrets ou de laisser une trace qui aidera les autres à comprendre. Jean a choisi une phrase énigmatique qui continue de nous interpeller plus d'un siècle plus tard. Ce n'était pas lui qui devait le recevoir. Ces 7 mots nous rappellent que la guerre n'est jamais inévitable, que la mort n'est jamais juste, et que derrière chaque uniforme, il y a un fils, un frère, un ami qui ne devrait pas être là. Jean Morel n'est pas mort en héros de guerre, il est mort en héros de l'humanité. Et sa dernière phrase continue de résonner, nous demandant « Qui devrait vraiment recevoir les balles que nous tirons ?» La réponse de Jean était claire, personne. Son carnet se termine sur une dernière note, écrite juste avant de le fermer définitivement. Si cette histoire survit, que ce soit pour rappeler que nous étions humains avant d'être soldats, que nous avons aimé avant de haïr, que nous avons pardonné même l'impardonnable. C'est notre seule victoire dans cette défaite qu'est la guerre. Et c'est peut-être là le plus grand mystère. Comment un jeune homme tremblant de 23 ans, mourant d'une blessure causée par son propre camp, a-t-il trouvé la force de transformer sa mort absurde en message d'espoir? La réponse est dans la photo. Regardez bien. Derrière la douleur, derrière la résignation, il y a dans ses yeux une certitude. L'amour qu'il a donné et reçu ne mourra pas avec lui. Et il avait raison. Cette histoire dramatique, inspirée de faits réels historiques, nous rappelle qu'au-delà des uniformes et des drapeaux, ce sont toujours des hommes et des femmes qui portent le poids des secrets, de la culpabilité et du pardon. La véritable force ne réside pas seulement dans l'acte de combattre, mais dans la capacité de protéger, de pardonner et de transmettre une humanité intacte, même au cœur de la guerre. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jean, devant ce dilemme entre vérité et silence? Quels secrets ou choix difficiles de vos propres familles résonnent avec cette histoire? Pensez-vous que certaines vérités doivent parfois rester cachées pour protéger ce qui reste? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires. Il symbolise ce que nous portons tous, génération après génération. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires une histoire ancienne de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Parfois, ces récits intimes peuvent inspirer de nouveaux épisodes pour ce canal. Merci de faire partie de cette communauté de mémoire partagée. Abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient être touchés par son message et cliquez sur la carte finale pour découvrir d'autres récits dramatisés inspirés de faits réels.